Retour sur le plateau, on va aborder j'allais dire un petit problème. C'était une question posée par une téléspectatrice qui m'a fait parvenir un courrier suite à l'intervention d'Éric Marcelli. Bonsoir Éric Marcelli. Juste pour se rappeler que ce jour-là, vous avez fait allusion sur 2 points. Un, on avait parlé de l'ancienne ministre de l'Éducation de François Hollande, Nalat Vallaud-Belkacem, et puis vous avez parlé de l'arabe à l'école. Sur ce point-là, une téléspectatrice m'a envoyé un courrier disant que M. Marcelli a tenu des propos discriminants. Alors, M. Marcelli, d'abord sur Nalat Vallaud-Belkacem, quel a été l'objectif de ces propos ? L'objectif de ce propos, déjà, je n'ai pas voulu stigmatiser cette personne. C'est celle qui est passée à mon esprit à ce moment-là. Donc, je n'ai rien contre elle. C'est par rapport à la situation qu'on vit actuellement. C'est tout. Et que on reproche beaucoup aux gens de ne pas aimer la France. D'accord ? Je ne dis pas qu'elle n'aime pas la France, c'est pas ça. Hein, aux citoyens, de ne pas aimer la France. Et je défends la France, je défends mon pays qui est la Réunion aussi. Il y a une chose qui est vraie aussi, que je vais dire, c'est vrai que parfois, le système est pas contre, mais ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Et pour quelqu'un comme Éric Marcelli qui a grandi dans banlieue parisienne, moi, j'ai côtoyé tous ces gens-là, et ça se passait bien, et puis ça se passait moins bien, et plus ça allait. Parfois, il faut reconnaître une chose, parfois, quand ça va mal, on en veut à son pays, on en veut au système de son pays, et souvent on fait des choses pour montrer le rejet. Voilà. Mais je ne rejette pas Non, je parle des jeunes qui, eux, rejettent le pays en brûlant le drapeau, en écrivant des choses sur les murs. Et là, c'est une réalité. Et c'est vrai que parfois, quand on dit les choses, on n'imagine pas qu'on va blesser une personne qui va peut-être pas comprendre ce qu'on veut dire. Et ce jour-là, Éric Marcelli a voulu essayer, en tout cas, je crois que c'est sa démarche, de défendre la France. Oui, c'est ça. Et puis, si j'ai offensé cette personne, j'en suis profondément désolé. C'est pas ça, puisque je vis à La Réunion, je suis né ici, avec toutes les différentes communautés. Et bien à ce moment-là, je prendrais un fusil, je tirerais sur tout le monde. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la liberté d'expression. Je parle vrai. Hein. Je n'ai pas une langue de bois, je parle vrai. Et je suis fatigué d'entendre ces élus qui arrêtent qui nous mentent tout le temps et qui ne pensent qu'à leur intérêt et non penser à l'intérêt de la population. Et quelles que soient les origines de la population. On devrait... l'arabe à l'école, pour moi, c'est pas une priorité, si vous voulez, parce qu'on a tellement de problèmes ici à La Réunion, au niveau de notre langue, et on est en train de tout mélanger. Les gamins ne savent plus quoi apprendre. Donc, alors, ça, c'était le deuxième point que la dame avait soulevé dans son mail en disant que lorsque Éric Marcelli a parlé de l'arabe à l'école, ça a posé un problème. C'est vrai elle m'a reproché aussi que je n'ai pas réagi à ses propos. Sur ce problème-là, j'ai dit à Éric Marcelli ce que je pensais. J'estime que c'est normal que chaque personne originaire de tel ou tel endroit aime bien retrouver sa langue maternelle. C'est ce que j'avais dit à ce moment-là. Maintenant, encore une fois, parler, et moi j'avais fait la remarque là-dessus, à La Réunion, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle les langues régionales, que ce soit le créole, que ce soit le mauricien, le séchellois, le malgache, le comorien, pour qu'on puisse s'intégrer dans cet environnement indo-océanique. Bien sûr, on agite l'hindi et le chinois. Ça, c'est une position très personnelle. Ça n'a rien à voir avec autre chose, c'est ce que je pense. Mais ce que disait Éric Marcelli sur l'arabe à l'école, lui disait que il y a d'autres choses à apprendre avant l'arabe, c'est ça. Il y a des priorités. Ouais. Et puis, je comprends que la différence, c'est bien, c'est enrichissant. Hein, ça, il y a pas de souci là-dessus. Mais comme je vois, je suis dans les hauts, je vois les petits gamins qui ont des difficultés pour le français et qu'on veut leur imposer cette langue. Je ne suis rien contre. On pourrait la mettre en option.
Moi, actuellement, j'ai une de mes nièces, elle apprend le coréen, mais elle le fait en option. Hein? Donc, c'est pas imposé. Donc, les priorités, c'est déjà apprendre à compter correctement, lire correctement, écrire correctement. Hein? Mais arrêtons un peu de leurrer les gens. Alors, avant de refermer cette parenthèse et de nous excuser auprès de cette dame et bien sûr de Belkacem, il n'y avait aucune discrimination dans nos propos. En tout cas, sur ce plateau, on n'essaie pas de discriminer, on essaye de poser le problème, de voir si on peut trouver des solutions. Encore une fois, madame, excusez-nous si on vous a blessé. En tout cas, c'était pas l'objectif. On essaye de discuter. En tout cas, merci d'avoir réagi et de nous avoir corrigé si c'était nécessaire. On pourra en discuter sur votre plateau ? Voilà, si. Ça serait un échange, justement. Oui. Enrichissant pour moi, peut-être. Je verrai sa position, elle comprendrait peut-être la mienne. Donc, l'inviter, ça serait bien, et puis on en discute. D'accord. On ferme la parenthèse. Merci, Eric Marcelli. En tout cas, voilà ce qu'on voulait dire. Nous, on va passer à la discussion de notre sujet dans le Causement Réunionnais. Alors, cette fois-ci, on va vraiment parler économie, parce que, on peut le dire, Eric Marcelli, les entreprises ont du mal à repartir. En tout cas, les chiffres nationaux disent qu'il y a un léger départ, mais dans la réalité, ce départ, c'est plutôt pour les grosses entreprises. Oui, on a vraiment du mal en tant que petite entreprise à relancer notre activité. Et que ce soit dans la boulangerie, dans la coiffure ou dans mon métier qui est l'auto-école, on en souffre tous. On en souffre tous de ce protocole qui a été mis en place. Je le comprends, d'accord, parce qu'il faut des règles sanitaires, mais de là de mettre, diviser par deux dans un restaurant, par exemple, la capacité d'accueil. Moi, dans mon établissement aussi, pareil. Ça coûte préjudice. Même chez un collègue coiffeur avec qui j'ai discuté vendredi, il m'a dit, Eric, si je faisais 800 € par jour, je suis passé à 300, 400 €. Comment je vais faire ? Parce que les charges sont toujours là. Hein, elles ne baissent pas. Apparemment, si on tient compte de des règles sanitaires mises en place, ces règles-là vont durer un certain temps. Oui, mais c'est comme le fût du canon. Le certain temps, c'est jusqu'à quand ? Bien sûr. Combien de temps le fût du canon met-il pour se refroidir ? Alors, la question est de savoir, est-ce que je parle au chef d'entreprise ou est-ce que je parle au chef de famille, au père ? Est-ce que pour une question d'argent, il faut mettre la vie des gens en danger ? C'est pas une question d'argent pour moi. C'est une question de... Mon activité permet de nourrir ma famille, bien sûr, mais tous ceux qui sont autour de moi. Oui. Mais ça aussi tous les autres entreprises qui travaillent avec moi, que ce soit les assurances, que ce soit le garagiste, la station-service. Tout ça, on fonctionne en réseau, on peut dire. Mais je ne mettrai pas ma famille en danger, tout simplement. Hein, mais je prendrai les précautions nécessaires. Mais quand je vois dans mon activité... au niveau de nos examens de permis de conduire, puisque c'est essentiellement là qui intéresse les élèves, ils ont été divisés, d'accord ? On nous a retiré des places d'examen, et à la limite, je dis bien à la limite, je ferai attention, ce que je vais dire, c'est que un élève utilisera 2 places pour le permis de conduire. Donc ça veut dire une réduction de places d'examen. Et ça, les gens n'en sont pas conscients. Et des collègues non plus ne sont pas conscients du moment que... Eric Marcelli, quand on regarde la disposition des tables dans un restaurant, on voit que la salle a été divisée au moins par 2. Oui, mais les charges, elles sont toujours là. Les charges sont toujours là, c'est vrai. Mais est-ce qu'il ne faut pas déconfiner avec des précautions plutôt que de se relancer dans un contexte d'un coup comme ça et de nouveau à avoir à refermer, à reconfiner, parce qu'on n'aura pas été prudent. Alors, je pense qu'à La Réunion, nous avons été prudents. Je pense, en fermant l'aéroport. Sur le terrain, autour de moi, les gens disent, si on réouvre l'aéroport, on a peur que la pandémie revienne. Oui, c'est pour ça que la question de la quatorzaine, aujourd'hui, est indispensable. Et c'est pour ça que je dirais que l'État et les responsables prennent le temps de mettre en place le déconfinement. Voilà. Parce que si d'un coup on repart comme en l'an 40,
tout ce qui aura été fait aura été inutile. Exactement. Bon, on a la chance, nous, dans notre département, d'avoir eu très peu de cas, très peu de cas mortels, hein, on va dire. On va dire que, alors, officiellement, il n'y a pas eu de cas. Oui, officiellement. C'est compté à la Réunion. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que dans les discussions publiques, les gens remettent en cause ce chiffre 0 concernant le nombre de personnes décédées ou pas à La Réunion. Mais je le comprends que les gens remettent en cause, puisque on nous a tellement caché plein de choses. Je le comprends, tout ça. Mais concernant ce qu'on a parlé tout à l'heure de cette reprise d'activité, restons fermés sur nous-mêmes jusqu'à septembre, pourquoi pas 10 juillet. 10 juillet. L'urgence sanitaire a été votée jusqu'au 10 juillet. À savoir, est-ce que la France reprendra, après le 10 juillet, on redeviendra comme avant. C'est-à-dire que, je crois que c'est le 22 juin que dans les transports, une place sur deux sera supprimée. Vous vous rendez compte ? Une place sur deux, alors que là aussi, il va y avoir une perte financière. Tout à fait. Mais nos charges sociales, je vous dis, qui sont toujours là, ne diminuent pas. Est-ce qu'on va diminuer ces charges sociales ? Ils ont fait un geste de 3 mois. C'est pas 3 mois qu'il nous faut, c'est beaucoup plus. Hein ? Moi, je dis au moins jusqu'à la fin de l'année pour voir où est-ce qu'on en est. Mais si ça repart pas, à ce moment-là, il faut que l'État français nous enlève les charges sociales, comme ça s'est passé en Allemagne. Oui, mais pour revenir là-dessus, encore une fois, c'est une démarche que les entreprises devront sans doute mettre en place pour demander à l'État justement de supprimer les charges sociales. Il vaut mieux cette démarche-là, parce que ça veut dire que l'épidémie n'aura pas repris, oui, plutôt que l'État n'enlève pas de charges et que l'épidémie reprenne et que le confinement revient. Oui, mais là, vous savez très bien que les charges sociales, c'est ce qui rapporte pas mal à la France. Mais pas seulement. Il y a les impôts aussi derrière. Il y a tout ça. Mais je crois que pour qu'une petite activité comme nous à La Réunion, on représente quand même le secteur des artisans commerçants, on représente plus de 90% de l'activité économique de l'île, aussi bien au niveau de l'emploi. Donc, pour nous, ça serait une bouffée d'oxygène phénoménale. Et Éric Marcelli, le fait que les voitures n'ont pas roulé pendant 2 mois, oui, combien de taxes ne percevront pas le conseil régional, taxes de carburant, taxes sur le gaz, l'octroi de mer. Oui. C'est clair qu'il y a un manque à gagner à tous les niveaux. Et de l'argent public, de l'argent privé, et qu'il faudra recommencer. Oui, mais il faut que ces collectivités aussi apprennent à se serrer la ceinture. Comme nous le faisons actuellement. Oui. Et actuellement, notre argent est dilapidé. Quand on voit une route, quand on va vers Saint-Denis, ce gros blocos qui est dans la mer, est-ce que c'était utile ou pas ? Là est la question. Maintenant, il faut le finir. On a commencé quelque chose, il faut le finir. Là, on a dépensé de l'argent public inutilement, qui aurait pu servir à autre chose. Hein ? Donc, l'étude ou l'audit a été bâclé. C'est mon avis. Mais c'est aussi le ressenti de beaucoup de la population. Aujourd'hui, hein ? Donc, on dilapide notre argent aussi. Aujourd'hui, il y a un constat, c'est que le projet a pris du retard. Avec les problèmes d'Andin, avec les problèmes qu'il y a eu, on sait que la route est en train d'accumuler du retard dans sa construction et puis dans sa livraison. Mais il y a une chose encore. Quelle que soit la structure publique qui a été réalisée par une collectivité, qui va payer toujours ? Non, c'est qui n'a pas fait de surcoût. Oui. De surcoût, mais aussi qui va payer aussi toujours à la fin. C'est toujours le citoyen qui va payer. C'est toujours le citoyen qui paye. Hein ? Donc, quand on dit qu'on cherche à défendre les intérêts du citoyen, je pense que nos élus pensent d'abord à eux et après à nous. Donc, je ne vais pas les attaquer aujourd'hui, parce que ce n'est pas le but de l'émission, mais si on réfléchissait un peu pour le peuple et non à la place du peuple, ça serait différent. Alors déjà, Éric Marcelli, sur ce que vous venez de dire, c'est est-ce que le peuple, actuellement,
réfléchi? Est-ce que le peuple se regroupe? Est-ce que les chefs d'entreprise, par exemple, se regroupent? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce qu'il y a une démarche? Vous avez créé une structure d'accompagnement des entreprises. Oui. Aujourd'hui, quels sont les besoins des entreprises? Les besoins des entreprises, bien sûr, c'est reprendre l'activité et surtout de payer moins cher leurs charges sociales, leur fiscalité et pouvoir embaucher. Et cet accompagnement que nous proposons est dans la légalité. Il n'y a pas d'affrontement face aux institutions et les chefs d'entreprise n'ont plus le temps d'aller sur un terrain manifester parce qu'ils pensent à leur activité et derrière leur activité, il y a les familles. Et aujourd'hui, nous pouvons apporter cette bouffée d'oxygène, cette bouffée d'air pur pour pouvoir reprendre l'activité. Mais si nous n'avons pas aussi une aide de l'État pour l'effacement des dettes, ça sera difficile. Donc aujourd'hui, nous pouvons apporter ce soutien, cet accompagnement pour ces entreprises qui soient artisans, commerçants, professions libérales, pour tout chef d'entreprise, de manière à ce qu'on optimise au maximum son travail. Effacer les dettes, donc c'est les dettes fiscales et sociales. Ou sociales seulement. Les deux. Les deux vont ensemble. Parce que les impôts aussi nous taxent énormément et surtout, on ne sait pas où va notre argent, que ce soit social ou fiscalement. On ne sait pas où va notre argent. Vous savez, quand on battait contre le RSI, on a découvert que notre argent était placé dans les paradis fiscaux. Et que nous, en tant que citoyens, on n'a pas le droit de mettre notre argent dans les paradis fiscaux. Un poids de mesure. Oui, d'autant que c'est eux qui définissent la loi. Donc, Voilà. Quand je dis tout à l'heure que les lois sont pour eux et pas pour nous, donc, alors que sur les frontons de mairie, il y a écrit liberté, égalité, fraternité, il y a une rupture dans tout ça pour moi. Alors, aujourd'hui, quelle va être la démarche du chef d'entreprise? Comment? On a parlé d'effacer les dettes, ça c'est une chose. Oui. Mais maintenant, que les dettes soient effacées ou pas, comment le chef d'entreprise prépare sa stratégie? Comment le chef d'entreprise se définit par rapport à ce nouvel environnement qui est un peu plus complexe, où les gens, au sortir du confinement, sont beaucoup plus renfermés sur eux. On le voit, il y a des personnes qui, même ils ont été déconfinés, ils préfèrent rester chez eux plutôt que de prendre le risque d'être contaminés dehors. Ça, c'est dans la tête aussi. Et c'est là pour ça que je dis que le contexte a changé. Il faudra aller chercher les gens. Nous entrons dans une ère nouvelle, tout simplement, que ce soit pour le citoyen ou pour les entreprises. La première chose à faire pour les entreprises, c'est d'arrêter l'hémorragie de cette dette sociale, qui à l'époque s'appelait le RSI. Nous sommes partis en combat contre ce régime social. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont partis au combat sont toujours au tribunal actuellement. Je dis qu'il ne faut pas combattre ce système spoliateur, mais il faut arrêter cette hémorragie. Et pour arrêter cette hémorragie, il y a différentes manières de le faire, et toutes des manières légales. Et moi, aujourd'hui, je change de statut, tout simplement, pour arrêter l'hémorragie de cette dette sociale que, si nous ne le faisons pas, va continuer derrière. Jusqu'à quand? Et nous donnons la solution aux chefs d'entreprise. Alors, ça, vous maintenez sur les PME, les petites et moyennes entreprises, les artisans, oui, et les TPE. C'est pour ces entreprises-là qu'il faut agir? Profession libérale avec aussi, sur toutes ces entreprises-là qu'on fait agir, parce que nous avons la possibilité d'utiliser les mêmes moyens que les entreprises du CAC 40. On a vu, par exemple, ce prêt de 5 milliards à Renault, 5 milliards, je crois, aussi à Air France. Oui. L'État devrait aussi, parce que est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas essayer de trouver un outil qui pourrait aider les petites entreprises? Il y a la BPI. La BPI, le problème de la France, c'est administratif. Tout dossier qu'on doit monter, on doit fournir des pièces. Et ils analysent en fonction de ces pièces-là. S'il en manque une, le dossier ne sera pas validé. La différence que je prends toujours, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, vous inscrivez votre entreprise comme quoi vous avez besoin d'aide. Ça se passe à 5 minutes sur l'ordinateur. Ça va très très vite. Et au bout de 2 jours, vous avez
la réponse est l'argent sur votre compte. Ils n'ont pas cherché à savoir si les entreprises... Éric Marcel, c'est vrai. Là-dessus, la France a un côté procédurier, j'allais dire, laborieux. Très lent. Notre administration est très lente. Oui, mais ça vient de quel fait aussi? Il y a aussi ceux qui ont voulu gruger, qui ont voulu blouser l'administration. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui ont tenté de gagner de l'argent, pas pour leur entreprise, mais pour eux. Je suis d'accord avec vous, mais c'est une minorité quand même. Mais la majorité... Oui, mais comment gérer une minorité qui vole l'argent alors que les entreprises en ont besoin? Oui, mais ils reproduisent l'exemple d'en haut. L'exemple d'en haut... D'accord, c'est vrai aussi. Je ne vais pas dire le contraire. Il dit pourquoi lui il prend et moi je ne prendrai pas. Mais ça... Donc c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, d'accord, mais ça nuit surtout au plus grand nombre. Exactement. Mais après, le plus grand nombre, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait exactement pareil. Moi, j'ai des gens autour de moi qui vivent d'aide sociale et qui, à côté, bec la clé, comme on dit en créole. Ça, c'est vrai aussi. Donc moi, je serais plutôt frère... On a un problème avec la France, c'est l'argent. On n'ose pas en parler de l'argent parce que c'est tabou. Moi, je serais fier demain matin de dire je gagne de l'argent parce que je travaille, d'accord, et de ne pas avoir honte, hein, et que je ne suis pas obligé de voler. Au contraire, si je gagne de l'argent, je peux venir plus en solidarité à des personnes qui sont dans le besoin. Hein. On nous a appris depuis l'école à être dans la compétition. Je travaille pour moi, je pense qu'à moi. Le partage, on n'apprend pas vraiment à l'école. Éric Marcelli, on est sur une posture où on est toujours à dire qui de l'œuf ou de la poule. Qui de l'œuf et de la poule. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a élevés comme ça. Alors, le problème, encore une fois, comme je dis, à chaque fois qu'un individu essaye de gruger l'administration, essaye de trafiquer des papiers pour gagner de l'argent, après, il y a une loi qui arrive pour stopper ça. Et combien de lois ont été mises en place à chaque fois que quelqu'un essaye de tromper l'administration? Bon, et si vous voulez, est-ce que l'administration ne gruge pas non plus? D'accord? Mettons tout à plat, mettons toute une transparence. Hein? Quand on voit qu'on donne des primes à des fonctionnaires, hein, je ne vais pas dire pour taper sur les gens ou sanctionner ou n'importe quoi. C'est clair que si le fonctionnaire amène beaucoup d'argent, il sera récompensé. Voilà. Hein? Donc, c'est quand même une manière de le stimuler pour qu'il nous tape dessus et pour qu'il nous récupère de l'argent avec chaque entreprise. Voilà. Donc, ça c'est pas bien non plus. Hein? Il n'y a pas de juste milieu. Donc, c'est pas dire que je comprends le chef d'entreprise qui gruge. Hein. Il en est rendu là pour pouvoir survivre. Mais ce qui n'est pas normal... Non, c'est pas vrai pour tout le monde. Ouais, c'est pas vrai pour tout le monde. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on soit obligé de tricher pour payer de ses dettes sociales ou fiscales. C'est-à-dire qu'on a eu des entreprises, je connais des entreprises qui, eux, faisaient du noir pour pouvoir payer ses dettes sociales. Et ça, c'est pas normal. Il y a des cas qui sont vraiment spécifiques. Oui. Ça, je suis d'accord avec. Mais en règle générale, la plupart le font correctement. En règle générale. En règle générale, je suis pas sûr. Hein. Donc, à ce moment-là, on met un flic derrière chaque entreprise et on vient dans un état totalitaire. Bah, ça, c'est encore une fois, c'est à chaque fois, on fait monter la mayonnaise. Il faut rendre les gens responsables. Oui. Comme tout. Hein, chaque citoyen doit être responsable de ses actes. Hein, et donner du sens à sa vie. Et ça, on nous l'a enlevé, parce qu'on nous a toujours infantilisés. Alors, justement, aujourd'hui, c'est ça la question. Est-ce que le chef d'entreprise va devenir responsable? C'est ce que nous apprenons par notre société de prestataires de services, où on apprend aux chefs d'entreprise d'être responsable de sa société. Hein, on va l'apprendre à être un véritable gestionnaire. Car aujourd'hui, quand on pose une question à un chef d'entreprise aujourd'hui, vous en êtes où dans votre chef d'affaires aujourd'hui? Ah, mais il ne connaît pas, mais ça va mon comptable. Et le comptable lui répond, repasse dans une semaine, repasse dans 15 jours, il m'a donné où le résultat. Et aucun chef d'entreprise, je dis pas tous, sont capables de dire, aujourd'hui, je suis à 60 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros. Voilà. Et le problème, il est là.
c'est que on est des techniciens de terrain, mais on n'a pas vraiment appris à être des gestionnaires d'entreprise. Et c'est ce que nous faisons avec Cobalt La Réunion. On apprend à chaque artisan d'être responsable, d'être un véritable gestionnaire. Comment devenir responsable, comment devenir un vrai gestionnaire dans son entreprise? On va essayer de voir si on peut développer au fil des émissions cette posture. En tout cas, avec Éric Marcelli, on continuera à le faire parce que de toute façon, le contexte est tel que si le chef d'entreprise ne change pas de posture, je pense qu'il y aura beaucoup de dégâts. Ben c'est prévu, hein, de toute façon. Merci Éric Marcelli. On Merci, se dit Justin. à la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt.